Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour monsieur le député. Je commencerai en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation et d'avoir trouvé un moment dans votre emploi du temps chargé pour venir échanger avec nous, étudiants de l'Université Paris-Dauphine. Sachez que c'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Je veux également vous remercier, vous, chères étudiantes, chers étudiants, d'être venus ce soir encore si nombreux et de remplir à nouveau cet amphi 8. Ce soir, vous l'avez même plus que rempli, je crois. Grâce à vous, on peut le dire au présent, la salle est pleine. Il fallait la faire. La petite phrase. Notre association Dauphine Discussion Débat, qui a été créée en 2002, s'est toujours donné pour mission d'être l'association de débat des Dauphinois, par les Dauphinois, pour les Dauphinois. Et depuis maintenant 15 ans, après plus de 150 débats, votre fidélité à nos événements ne s'est jamais démentie. C'est pourquoi je suis très fier, au nom de toute l'association, de lancer avec vous, cher public, et avec vous, monsieur Lassalle, la saison 2017-2018 de Dauphine Discussion Débat. Les formations ici, c'est ça ? Nous entamerons cette nouvelle saison sous le signe du respect de la tradition. Puisqu'il est de coutume chez nous de procéder à une présentation de notre invité, nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. Et en même temps, nous ferons quelques concessions à la modernité pour rendre le débat toujours plus interactif et ludique. Vous pouvez donc réagir en direct sur Twitter en utilisant le hashtag DDDXLasalle ou en utilisant le filtre Snapchat spécialement créé pour l'occasion. Il est disponible dans toute l'université, nous en sommes très fiers. Faites-en bon usage. Sans transition, monsieur Lassalle, le temps est venu de retracer votre parcours. Vous êtes donc né à Lourdes-Ichère, le 3 mai 1955, avec 8 jours de retard. Dès le départ, vous marquez votre différence. Vos débuts en politique n'ont rien de commun non plus, puisque vous êtes élu maire de votre commune à l'âge record de 21 ans. C'est l'occasion pour vous d'assurer des enterrements rocambolesques, mais également de forger votre ancrage local, qui deviendra votre marque de fabrique. Rien ne vous prédestinait pourtant à cette carrière politique fulgurante. Vous êtes né dans la ferme de vos parents, un couple de bergers qui pratiquent la transhumance au beau milieu des Pyrénées. Vous suivez une formation qui ne ressemble pas non plus à celle des hommes politiques traditionnels. Vous êtes, pour rappel, technicien agricole, spécialiste de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire. On peut dire que pour devenir président de la République, vous n'avez pas suivi la voie royale. Pourtant, vous grimpez les marches du pouvoir plus vite encore que les pentes escarpées de votre vallée d'Aspe natale. 1982, conseiller général. 1988, député suppléant. 1991, vice-président du Conseil général, président de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, et j'en passe. En 2002, enfin, vous décidez d'affronter des ours et des loups d'un genre un peu différent. Vous faites votre entrée à l'Assemblée nationale. Vous ne tardez pas à vous faire une réputation au sein du Palais Bourbon. Vos prises de parole sont à chaque fois remarquées et vos prises de position entendues. En 2003, par exemple, sous l'œil médusé de Nicolas Sarkozy, vous entonnez un chant béarnais pour protester contre la suppression d'un poste de gendarmerie. Celui-ci est finalement maintenu. En 2006, vous entamez une grève de la faim contre la délocalisation de l'entreprise Toyal qui emploie 150 salariés dans votre circonscription. Après 39 jours de jeûne et avec 32 kilos en moins, vous obtenez encore gain de cause. Votre réputation politique est alors à son firmament. C'est pourtant aux côtés de François Bayrou que vous vous engagez au cours de la campagne présidentielle de 2007. Vous devenez même vice-président de son parti, le MoDem, en 2010. Mais fallait-il y voir une première prise de distance? En 2012, vous prenez le contre-pied de votre compatriote béarnais en prenant position au second tour en faveur de Nicolas Sarkozy. Vous êtes réélu député de justesse, mais vous vous retrouvez alors sans groupe parlementaire. Pourtant, plutôt qu'une traversée du désert, c'est un tour de France que vous entamez. Nul doute qu'il s'agit d'ailleurs là de la plus longue transhumance de votre vie, puisque vous parcourez plus de 5000 km à la rencontre des Français. De là à dire que vous êtes en marche avant l'heure, il n'y a qu'un pas. La suite de l'histoire est mieux connue de notre public. En 2016, vous lancez votre parti Résistons, l'acte de naissance de vos ambitions présidentielles. Peu croient alors en vos chances de qualification, mais pourtant,
Votre image de porte-parole de la France rurale va vous permettre de gagner votre ticket pour le premier tour. Vous entrez à nouveau en campagne, le terme vous va très bien. Au cours de celle-ci, vous militez pour la renégociation des traités européens, vous prenez position pour revitaliser les campagnes de France, vous critiquez la mondialisation financière. Malgré tout cela, et en dépit de vos pronostics pour le moins optimistes, vous échouez finalement à accéder au second tour. À 21% près, diriez-vous. Le temps n'était finalement pas encore venu. Sachez cependant que les Dauphinois, vous avez réservé un meilleur sort, puisque vous étiez placé 5e dans le sondage que nous avions réalisé en avril dernier. Et pour cause, vous partagez avec les étudiants nombre de points communs. L'amour de la chanson et de la fête, un certain goût pour la blague, disons, grivoise, quelques difficultés liées au passage du permis de conduire, et enfin, un penchant assumé pour la peña. Monsieur Lassalle, cher public, j'ai tenté de résumer au mieux 40 ans de vie politique, 40 ans de rebondissement, 40 ans de coups d'éclat, 40 ans de Jean Lassalle, en somme. Mais des questions demeurent néanmoins en suspens. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Qu'est-ce qui vous y retient? Quel est le secret d'une carrière de près d'un demi-siècle sans aucun échec électoral jusqu'à cette année? Mais surtout, la question que tout le monde se pose, verrons-nous un jour un berger à l'Élysée? Autant de points d'interrogation. J'ai encore besoin de 30 secondes. Autant de points d'interrogation que mes deux camarades sur scène tenteront de percer à jour ce soir. Je forme le vœu que ce débat sera intéressant pour chacun d'entre vous, et surtout qu'il sera annonciateur d'une année riche en opportunités pour notre association. C'est le moment pour moi de laisser la parole à mes deux acolytes. Je vous demande d'applaudir bien fort Paloma Vicente et Victor Tailleur. Je vous souhaite à chacun un excellent débat. Allô. Bienvenue à tous dans ce bel amphi 8. Donc, Monsieur Lassalle, on va commencer par une question très simple. Si j'avais fait comme vous et que j'avais décidé de m'engager dans ma ville natale, ça ferait 2 ans que je serais à la place d'Anne Hidalgo. J'aimerais donc savoir qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à rentrer dans la vie politique aussi jeune? D'abord, si vous le permettez, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Votre accueil est rare et assez exceptionnel, en ce qui me concerne. Il m'a touché au cœur, je vous le dis. Et votre propos, Monsieur le Président, est vraiment, voilà, a été travaillé, est exceptionnel, certainement surfait. En tout cas, ça fait toujours plaisir à entendre. Voilà. Je suis très heureux. Je n'aurais jamais imaginé être un soir l'invité de cette prestigieuse maison, avec cet amphithéâtre si copieusement garni. Vous êtes vous êtes l'économie, vous êtes le moteur, peut-être le cœur même de notre pays pour demain. J'espère simplement, ne serait-ce qu'être un tout petit peu à la hauteur de vos attentes. Qu'est-ce qui m'a poussé à Lourdes Ichère? À vrai dire, il n'y avait rien pour me pousser, parce que berger de père en fils, comme on est marin de père en fils, personne n'avait fait de politique dans ma famille, et j'ai vécu une enfance très, comment je devrais dire, presque antinomique, très heureux à la maison, parce que j'étais dans une famille aimante, gaie, qui n'a pas été épargnée par le destin, mais papa était d'une bonne humeur que rien ne pouvait altérer. Et d'ailleurs, il parlait peu et chantait pratiquement le reste du temps. Vous avez gardé ce trait, alors, le chant? Peut-être, oui. Mes oncles, c'était pareil. Mes cousines étaient divinement jolies. Mais à l'époque, vous savez, le débat politique faisait rage, parce qu'il faut se souvenir qu'il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et du côté de papa, on était gaulliste, de résistance.
Et du côté de maman, on était fermement communiste de résistance. Alors, les rencontres entre nos parents, c'était plutôt sportif au départ. Le temps de prendre le premier Pernod ou le premier Ricard, voire deux. Puis après, très vite, les chants revenaient. Voilà. J'étais très heureux, mais de la matin, j'étais très malheureux à l'extérieur. Parce que je suis né dans la 4e couronne, puisque vous aspirez à devenir maire de Paris, il y a plusieurs couronnes. Donc, dans la 4e couronne de l'immense ville de Lourdes-Zichère, qui compte encore 160 habitants. Mais pratiquement un peu plus d'hectares qu'à Paris. Voilà. Et pourquoi j'étais malheureux? Parce que je ne savais pas me servir du ballon dont les copains se servaient, eux qui étaient au cœur de la cité. Et je le recevais chaque fois que je partais faire des courses sur le nez. C'est pour ça que j'ai eu un nez qui s'est musclé très tôt. Après, comme j'avais fait français 3e langue, parce que papa m'avait enseigné d'abord le béarnais, et ensuite, comme il allait berger dans une enclave espagnole, mais juste à la frontière, j'avais appris l'espagnol. Enfin, c'était un espagnol qui était matiné d'aragonais. Et enfin, 3e langue, le français, ce qui me vaut, je crois, cet accent que j'aurais essayé de perdre toute ma vie. Et c'est peut-être le rêve. J'ai eu très vite envie de poursuivre les rêves impossibles de mon père, qui est le seul homme que j'ai admiré, et de tous ceux qui lui ressemblaient, mes oncles, les voisins, les voisines, tous ceux dont la vie était tellement modeste. Et j'ai eu très tôt envie de devenir maire, parce que j'admirais le maire. Puis un jour, il y a eu l'inauguration de l'église, j'avais 10 ans, et enfant de chœur. Même enfant de chœur, je n'étais pas content, heureux parce que les autres enfants de chœur n'arrêtaient pas de m'enquiquiner. Et bon, même, je me faisais même un croc en jambe pendant la fête de Dieu. Vous savez qu'il fallait promener monsieur le curé sur un dé, etc. Voilà. Et ce jour-là, j'ai vu un député. Je ne pensais pas qu'il y avait plus que maire. Donc j'ai eu vigoureusement envie d'être député ce jour-là, parce que c'était magique. On inaugurait l'église. Et puis après, très vite, il y a eu l'élection du président de la République, et je me suis dit que ce serait bien que je sois président aussi. Voilà comment c'est venu, assez simplement. C'est une réponse qui nous convient parfaitement. Monsieur Lassalle, votre réponse montre votre attachement à votre territoire. C'est celui-ci qui vous a amené justement en 2006 à entamer une grève de la faim pour sauver l'entreprise Toyal. Donc, comment est-ce que vous est venue cette idée? Est-ce que finalement vous avez été soutenu dans votre démarche? Non, pas du tout. À vrai dire. Alors, comment elle est venue? Elle est venue après 15 ans de discussion et de recherche d'accords. D'abord, juste un mot sur cette usine. C'est une usine singulière qui a été détenue jusqu'en 1983 par un groupe canadien qui s'appelait Alcan, Aluminium Canada. Et d'ailleurs, ils avaient toute une série d'usines tout le long des Pyrénées parce que c'était un peu loin des frontières de l'Est dont on se méfiait à l'époque. Et les Canadiens, ma foi, avaient préféré mettre l'aluminium à l'abri, si j'ose dire. Et puis, en 1982, je suis élu conseiller général. Je suis encore assez jeune, puisque je suis maire à 21 ans, conseiller général à 26, très jeune, et je tombe tout de suite sur ce sujet. Alcan s'en va et va fermer cette usine. Et je la prends en vol avec le grand PDG du groupe américain qui jusque-là m'avait négligé complètement. Et il me dit, en arrivant à Paris, je vais vous dire, nous avons décidé de fermer l'usine. Je crois que l'avion se serait écroulé, ça ne m'aurait pas fait plus d'effet. Alors je l'ai quand même essayé de le retenir. Et il m'a amené là où il avait ses quartiers à Montparnasse, dans un restaurant où il y avait aussi un hôtel. Et sur le coup de 5 heures, nous sommes sortis. Moi, je pensais que c'était pour se dire au revoir. D'ailleurs, j'ai dû me pousser
parce qu'il m'urinait dessus, vous voyez. 5 heures du matin, alors. Oui, on avait bu force champagne, il avait même fait monter une danseuse, ça se fait au Canada, sur la table et tout. Enfin, voilà. Et là, il me dit, écoutez, je vais virer le crétin qui est ici. Le crétin, c'était le directeur de l'usine en place, et je vais vous en envoyer un autre, mais vous devriez aller au Japon, parce qu'il y a un groupe japonais qui a trouvé un procédé pour mieux utiliser l'aluminium. Et il le transforme en poudre, c'est-à-dire qu'il l'explose, et de cette explosion naît le pigment qui permet la peinture métallisée de 60% des voitures du monde, des avions aussi, des bateaux aussi, mais aussi de la fusée Exocet et Ariane, qui ont quand même fait leurs preuves. Et il me dit, vous devez y aller, je vais faire un mot, j'emprunte le billet d'avion, parce que je n'avais pas une thune, à des copains, j'essaye de parler un peu avec l'air du temps, et je file là-bas, et je réussis à convaincre de rester là. Et c'est quelques années plus tard, alors qu'ils ont embauché beaucoup, nous sommes arrivés à 160, 170 ouvriers, peu qualifiés, mais qui apprennent rapidement. Et nous avons mis en place un dispositif de formation immédiate. Nous avons créé des logements pour les retenir dans une vallée qui était passée de 10 000 habitants au début du siècle à 2 700 en 1983. Donc vous voyez l'exode rural. Et le problème vient avec Total. Total est venu à Lac. Il n'a pas du tout reconverti le site, mais il a empoché le plus gros paquet de concessions pétrolières qu'on ait jamais empoché au monde, même dans le Golfe Persique, mais pas de reconversion. Et le PDG de l'époque, qui s'appelait Thierry Desmarais, c'était un homme séduisant, c'était le patron préféré, les plus anciens s'en souviennent, décide de faire venir sur le bassin de Lac toutes les entreprises de plus de 50 salariés se trouvant dans une périphérie de 200 km. Et la mienne est part. Et après 15 ans de discussion, il a décidé, il a acheté, et il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est la fermer, ou alors imaginer autre chose. Et c'est là que vous avez décidé d'entamer votre grève de la faim. Et après 3 ans d'absence de sommeil, si je me couchais, je savais ce que je voulais faire, mais le cauchemar était tellement affreux que je me levais. Puis pendant l'été, 3 ans, je trouve auprès des miens, en travaillant, en discutant, la paix revient, j'arrive à faire la sieste. Et puis, ça y est, la décision est prise et j'attends le jour du 7 février, je pense, non, du 7 mars, où il est décidé du transfert de l'usine de Mainvalais, 70 km dans la plaine, donc c'était pas quand même énorme, et seulement tous les emplois étaient perdus chez nous, pour Lac. Et là, je démarre à l'Assemblée nationale, à la salle des 4 colonnes. Ça a été très difficile pour moi de commencer, parce que le président Debré n'avait qu'une idée en tête, c'était me virer, bien entendu. Et donc, 32 kilos de moins, vous avez été hospitalisé, vous avez finalement presque mis votre vie en danger. Alors, est-ce que vous considérez que des moyens d'action aussi extrêmes sont nécessaires pour se faire entendre en politique aujourd'hui ? C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on veut. Moi, j'ai fait cela pour poser un acte très réfléchi. Mon grand problème tout au long de ma vie publique a été d'arriver à expliquer, comme vous me donnez l'opportunité avec vos questions, vous me donnez le temps de répondre, que j'ai une vision, si j'ose dire, et que ce n'est pas uniquement des coups médiatiques. On a dit la salle, c'est un homme de coups. Non, c'est parce que je n'avais pas 36 possibilités. Tous mes copains y avaient renoncé. Il n'y avait que militants de la CGT qui continuaient à essayer de ferrailler. Et je l'ai dit, il y a 2 mois, on va essayer de trouver une solution. Donc, il n'y avait que cet acte à poser, mais encore fallait-il le faire. Et je l'ai démarré. Et une fois que c'est démarré, après, voilà, vous êtes tellement préparé dans la tête, parce que c'est la tête qui décide. Il faut être supérieurement préparé. J'ai vu beaucoup de grévistes de la faim avant. J'avais étudié un petit peu le cas des dockers de Madame Thatcher, ou des grévistes de l'IRA, ou des grévistes du Pays Basque. J'avais essayé de voir. Après, une fois qu'on a démarré, voilà, on suit.
Mais si je voulais, l'épilogue n'est pas tout à fait celui que l'on a dit. L'épilogue, c'est que Total n'a pas plié comme ça, et ce n'est pas non plus Jacques Chirac, qui pourtant a été très proche de moi dans les derniers jours. C'est surtout que j'avais un moral d'acier. On m'avait fait faire un check-up complet au 37e jour. Là, je me suis dit, bon, ils vont quand même trouver quelque chose pour me virer. Eh bien, pas du tout. Et le toubib m'a dit, c'est incroyable, parce que vous avez votre tête qui est parfaitement en adéquation avec votre physique. Et on vous a montré pourtant des images terribles. C'est vrai, j'avais des adversaires qui avaient parlé en disant que je détruisais l'idée de la France à tout jamais dans le monde, etc. Il m'a dit, vous n'avez pas bronché. Et des gars que je pensais être des promeneurs de couloir étaient en fait des psychologues et des psychiatres. Ils m'ont dit, mais il est en parfait état. Et je suis revenu à l'Assemblée, donc avec un total de confiance absolue. Et je connais très bien le président de la Bolivie, qui s'appelle Evo Morales. Voilà. Evo Morales avait promis de nationaliser les puits pétroliers qui appartenaient pour une bonne partie à Total. Et je lui ai dit, mon vieux, enfin je lui ai envoyé un message, si tu veux maintenant c'est le moment, parce que j'avais toutes les télévisions du monde qui me suivaient, mais surtout beaucoup les télévisions sud-américaines. Alors si tu as le courage, vas-y. Et j'ai envoyé un message avec un commissionnaire de luxe, 2 commissionnaires, l'un c'est François Bayrou, et l'autre, c'était M. de Villepin, Premier ministre, à M. Desmarais. Je lui dis, je vous avertis avant de frapper. Dans 2 jours, vous serez très surpris. Et M. le Président bolivien a nationalisé. Je lui avais dit, il n'y a qu'une chose que je te demande de respecter, c'est la technologie et c'est de respecter le haut niveau de recherche français. Ça ne t'appartient pas, c'est à nous. Voilà. Et lorsqu'il a vu ça, eh bien, il n'a pas attendu la suite, il a laissé tomber. J'adore aussi l'Amérique du Sud, mais du coup, on va repartir plus sur le territoire franco-français. Mon président vous a parlé de la marche que vous avez effectuée en France, les 5000 km parcourus. Vous avez marché même jusqu'à la place de la République, puisqu'on vous a beaucoup vu à Nuit debout. Donc j'ai une question toute simple à vous poser. Nuit debout, le mouvement donc, était très jeune, mais il s'est essoufflé. Depuis, là, bon, c'est fini depuis quand même quelques mois. Donc est-ce que vous trouvez que la jeunesse est trop molle ? La jeunesse... Socrate avait dit, il y a quelque temps, avait écrit plus exactement, parce que moi je ne l'ai pas entendu, mais il n'y a plus de jeunesse. Jules Romain a écrit dans les blés que l'on fait, je ne me souviens plus de la fin du titre, en 1913, le grand problème de la France, c'est sa jeunesse. Il ne pense plus qu'au French Cancan, il n'y a plus rien. Et ces personnes dont il parlait, c'était les poilus de Verdun, mais il ne pouvaient pas le savoir 4 ans plus tard. Voilà. Donc, il faut déjà être très, très, très prudent. Alors, je crois que vous avez, je le pense, parce que j'ai vu mes propres enfants, mes fils et ma fille, passer une période extrêmement difficile parce qu'elle a vu beaucoup plus de changements en une dizaine d'années qu'au fond, peut-être, nous n'en avions vu pendant des décennies, voire des siècles, avec l'arrivée notamment d'Internet. Et c'était très difficile de faire comme nous avions pu faire, nous, il y a 50 ans, c'est-à-dire on suivait nos parents. Mais c'était dans un monde organisé qui faisait qu'on n'avait pas le choix, donc on travaillait avec eux. Et vous avez dû surmonter ce que vous ne saviez pas encore, mais cette charge supplémentaire d'avoir aussi à suivre Internet en même temps, et puis surtout les petits téléphones, et les tweets, et les Twitter, et les ceci, et les cela, etc., et les Facebook. Quel est le rapport avec l'engagement des jeunes ? Comment ? Quel est le rapport avec l'engagement des jeunes aujourd'hui ? Eh bien, parce que, à mon avis, lorsqu'on acquiert la formation que vous avez acquise en dehors des écoles, on est différent de ce que nous avons été. Nous, à partir de 16 ou 17 ans, nous étions très politisés. Les uns étaient gaullistes à cette époque-là, les autres étaient socialistes ou communistes. Il y avait quelques centristes par-ci, par-là, mais nous étions très, très politisés. Et vous avez donné le sentiment de ne plus l'être. Et soudainement, effectivement,
Nuit debout est arrivé. Et moi, j'ai été tout de suite parce que j'ai senti qu'il y avait là certainement une prise de conscience. Et j'y étais depuis le premier soir jusqu'à la fin. Et j'ai vu que c'était quelque chose de profond. Et j'ai vu, hélas, tout ce que nous avons fait pour empêcher ce mouvement d'avancer. Pourtant, il était pacifique, il était vraiment très inspiré. Et alors, la multiplicité des films qui passaient, le nombre de débats qui avaient lieu. Moi, je rajeunissais de 45 ans. Et je l'ai dit un soir en revenant à la Chambre des députés, je l'ai dit à la ministre qui était concernée par le projet de loi de l'époque. Je lui ai dit, écoutez, Madame la ministre, je suis très heureux parce que je viens de voir la jeunesse française de nouveau debout, s'asseyant pour réfléchir, et ça me remplit de joie. Donc je pense que ça a été une esquisse, un début, une petite lueur qui, à mon avis, sera suivie d'autres lumières plus importantes. Parce que c'est vous qui serez aux affaires dans 15 ans. Et vous avez bien raison de commencer à y réfléchir. Donc, voilà pourquoi j'ai adhéré. Monsieur Lassalle, puisqu'on évoque Nuit debout, je me permets de faire un lien avec votre position vis-à-vis du mariage pour les personnes de même sexe. Donc, étonnamment, vous vous êtes déclaré contre, allant en quelque sorte à l'encontre des convictions qui sont portées par les personnes qui soutiennent ce mouvement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre position à ce projet de loi ? Oui. Lorsque j'ai commencé le projet de loi, j'étais absolument pour, et d'ailleurs convaincu que j'allais le voter. Mais vraiment. J'avais un problème, je n'étais pas le seul, nous étions quelques-uns à l'exprimer, c'était la notion de mariage. Et j'étais de ceux qui disaient, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de beau sans braquer les uns en donnant un sentiment de victoire aux autres? Bon, après tout, qui ne demandait rien d'ailleurs. Eux, ils voulaient simplement que la situation, que le mariage, afin que les mêmes dispositions puissent avoir lieu. Et on avait parlé de trouver un autre terme. Puis finalement, c'est resté le mariage. Et moi, j'étais de ceux qui pensaient que c'était quelque chose qui pouvait heurter, parce que c'était à la fois un sacrement, et pour ceux qui croient au siècle, un des principaux sacrements, et c'est un des premiers actes de l'état civil, de l'état civil en France. Voilà. Bon, je m'y étais fait. Non, ce qui a fait que dans les derniers jours, j'ai voté contre, c'est que le débat sur la comment ça s'appelle ? Le GPA ouais. Et la PMA, PMA sont GPA. revenus. Et avec, je ne sais pas si ça a été fait par maladresse ou pas, Mme Taubira c'était très bien, mais dans un autre contexte, ça aurait été encore mieux, a reconnu officiellement 400 enfants nés de cette GPA, situation. Et Et dans le climat terrible qui régnait à l'Assemblée, alors que ça avait bien démarré, ça aurait pu être fait en 8 jours. Quand on pense que le débat de la peine de mort a été infiniment plus digne, même s'il fut fort, sur l'IVG, ça a été pareil. C'était bon. Et là, ça a duré 5 mois, où nous avons sorti les mots les plus dégueulasses sur l'humanité, sur les hommes, sur les femmes. Voilà, ça m'a écœuré. J'ai dit un jour d'ailleurs, heureusement, mes chers collègues, que nous ne sommes que 2 sexes. Et alors là, j'ai vu qu'il tournait un peu le regard. Et donc, à la fin, c'est sur cette confusion que je me suis abstenu. Mais alors, j'ai eu la chance de me racheter, parce que moi, après, j'ai marié 2 femmes à l'Orios-Icher. Très beau geste. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'ai eu cette chance. Alors, le village, le conseil municipal, alors je demandais aux adjoints s'ils voulaient faire. Ils m'ont dit non, on te laisse l'honneur. Et puis, ça a été un moment très heureux. Et finalement, tout le monde est venu et ça s'est très bien passé parce que l'amour était là. On est très heureux de l'apprendre. Du coup, là, on comprend que, enfin, on le voit là quand on vous parle aussi, qu'un de vos traits de caractère
un de vos traits caractères les plus marqués, c'est votre honnêteté et votre franc-parler. Et du coup, on a préparé pour la salle une petite séquence de vos moments les plus mémorables qui illustre justement ce franc-parler exceptionnel. Donc on va passer la vidéo là. Si... Merci. La régie. J'essaie de la voir. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Comment est-ce que vous l'avez préparé, ce débat? Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes. Vous êtes arrivé le dernier, il faut y voir un signe de détente. Non, c'est parce que j'ai trouvé de l'embouteillage. Je sais pas, peut-être que j'étais parti un peu en retard aussi, hein, à vrai dire, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né avec... Maman a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Vous voulez une banane? Non, ça va. Une autre? Oui. Peut-être après. On en mange énormément. Mais écoutez, j'ai rien mangé quand même. Ah bon? Oui, parce que si je mange, après, à midi, vous voyez, j'ai la digestion trop difficile. Vous auriez pu être élu président de la République, non? Non, Parce que j'ai entendu, il y a le syndrome Mélenchon, le syndrome des 600 000 voix. Vous a manqué, vous 21%. 21%, oui. 21%. 20 millions d'euros aussi. On vous a mis une banane à côté des En bouteilles forme d'eau de au cas petit où vous clin auriez d'œil, une petite faim. si jamais vous voulez. Plus sérieusement, Monsieur Lassalle, tous ces moments font qu'aujourd'hui, presque 1000 étudiants sont venus vous voir. Vous suscitez chez eux une sympathie sincère. Alors, est-ce que ces coups d'éclat prennent part à une stratégie politique, une stratégie de marketing politique, ou est-ce que c'est simplement Jean Lassalle tel qu'il est vraiment qu'on vient de voir sur ces vidéos? Ah, je n'ai pas beaucoup de certitudes dans la vie. Mais j'ai au moins celle-là, c'est plutôt Jean Lassalle tel qu'il est dans la vie. D'abord, j'estime que lorsqu'on vous investit d'une responsabilité, et le jour où vous naissez, vous êtes investi d'une responsabilité, celle d'être un homme, une femme, avec la dignité que vous devez à vous-même, mais aux autres aussi, et puis avec les responsabilités qui vont de pair. Et si vous avez une responsabilité, il faut aller jusqu'au bout de cet engagement. Et les 3 événements que vous avez eu la gentillesse de rappeler ont conduit à Paris, à moins de 10 ans, l'ensemble des journalistes de la planète, je dis l'ensemble des journalistes des chaînes de télévision, sur des faits qui ont complètement bouleversé la France. Je veux dire par là la fin des services publics avec cette malheureuse gendarmerie, et il y avait aussi un centre de secours à côté du tunnel le plus long d'Europe que je venais de construire, et où on ne pouvait pas sauver les gens s'ils brûlaient. Ensuite, avec la défense d'une usine. Pendant ce temps, 750 000 entreprises ont fermé en France, sans que cela fasse même l'objet d'une heure de débat à l'Assemblée nationale, ce qui nous vaut le chômage de masse que vous connaissez. Et lorsque j'ai fait le tour de France, c'était pour aller à la rencontre de mes concitoyens, parce que je sentais qu'il y avait un problème humain très lourd. Mais je voulais aussi poser un acte de résistance au modèle qui s'est imposé à nous et qui pourtant, il y a 25 ans, était un des plus démocratiques qui ait existé de notre temps. Je ne connais pas les autres ères, même plus qu'Athènes, parce qu'Athènes, il y avait des esclaves et les femmes étaient quand même très contraintes. Donc, je n'ai pas versé une goutte de sang, mais à chaque fois, parce que je n'avais qu'un choix, c'était ou aller au bout, ou alors rentrer dans le rang et me retirer. J'ai choisi d'aller au bout sans savoir ce que ça donnerait. Mais lorsque vous allez au bout, il y a une espèce de confiance intérieure qui s'installe en vous, et au-delà du doute, parce que quand vous faites 9 mois hors de chez vous, que vous avez votre femme au téléphone,
et les voisins qui disent, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Et que, bon, c'est des moments extrêmement difficiles. Et c'est parce que j'ai toujours eu cette espèce de bonheur tranquille à l'intérieur que je n'ai pas senti, je n'ai pas souffert. Et même lorsque j'ai mis 7 heures à sortir de Charleville-Mézières un lundi matin, parce qu'il y avait une file d'attente tellement importante de gens qui voulaient me voir, je n'ai pas souffert non plus. Sacrée histoire. Pour en venir à justement tout votre engagement et justement aux élections présidentielles qui ont eu lieu l'année dernière, vous avez créé en 2016 le parti Résistons. Alors, question très simple, à quoi résistez-vous? C'était quoi le leitmotiv derrière ce parti? Je résiste à tout ce qui me fait mal. Je résiste à tout ce qui vous fait mal, d'ailleurs, certainement. Nous vivons, alors que bon, notre pays est en paix. J'ai bénéficié des 60 ans de paix, les seuls qui aient jamais eu lieu consécutivement. Je n'ai jamais été appelé sur un théâtre d'opération. Ma génération a pu pratiquement tout réussir. On ne lui a pas tout donné. Mais quand on pense qu'un fils de berger qui serait aujourd'hui au seuil de pauvreté et qui serait même classé parmi les pauvres, a pu faire cela, montre les possibilités qui existaient. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés auxquelles vous avez à faire face, et cela, parfois, malgré le niveau d'études, le nombre d'heures de jours et de nuits que vous consacrez, vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est surtout ce stress permanent, cette angoisse que je ressens, parce que je crois à la conscience des peuples. Et un peuple est malheureux à partir du moment où la moitié au moins de lui-même est malheureuse ou maltraitée. Et là, quel que soit le niveau, le degré, et j'ai voulu poser un acte de résistance à quoi? Eh bien, au nouveau système totalitaire qui s'est imposé depuis la chute du mur de Berlin. Jusque-là, il y avait 2 modèles. J'ai eu très peur de la bombe atomique, mais bon, c'est passé. Et par contre, là, je ne souffrais pas. Comment? Ça revient un peu à la bombe atomique, là, on en parle pas mal en ce moment. Comment? Le petit Kim et puis Donald Trump qui se chamaillent, non? Mais, ça vous fait plus peur? Mais vous voyez, on y revient à grands pas. Et pour moi, c'est la même idée. C'est la perte de sens. C'est la perte de valeur. C'est la perte de civilisation à laquelle pourtant notre pays a tant contribué. Parce qu'au départ, c'est l'animalité. Et l'animalité, c'est je t'écrase parce que je suis le plus fort. C'est ça. C'est pas la fraternité au départ. Hein. Et la civilisation, nous l'avons gagnée par des combats, par des luttes, par des révolutions, par des réflexions, par de grands cerveaux, par de grandes inventions, par des philosophes exceptionnels. Et aujourd'hui, nous revenons vers le matérialisme le plus sauvage. Et c'est contre cela que j'ai voulu poser un acte de député résistant. Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Ça fait 6 mois pratiquement qu'il a été élu. Vous trouvez qu'il s'en sort comment? Est-ce qu'il entame une vraie révolution dans le pays, celle dont vous semblez parler? Écoutez, pour l'instant, je pense qu'il faut attendre. Moi, je ne suis pas de ceux qui... je sais à quel point c'est difficile. La critique est aisée et l'art est difficile. Donc, j'attends de voir. Je sais pourquoi je n'ai pas suivi Emmanuel Macron, bien qu'il me l'ait beaucoup demandé. Parce que nous avons sympathisé très vite. D'abord parce que le premier soir où je l'ai vu, c'était aux côtés de M. Valls à l'Assemblée nationale. Et je me disputais beaucoup avec M. Valls à propos de la loi NOTRe. Et j'ai eu un moment d'agacement. C'est la première fois que je voyais Macron. Et je lui ai dit, écoutez, M. Valls, Monsieur le Premier ministre, je vais vous annoncer de nouvelles. Il y avait les régionales, les départementales qui se préparaient, les élections départementales, suivies des élections régionales 6 mois plus tard. Eh bien, vous allez prendre 2 Valls. Bon, vous voyez, le Valls, c'était assez facile. Mais je viens de voir le jeune homme qui est à vos côtés. Eh bien, vous pouvez faire vos valises et vous pouvez déjà alerter le patron à l'Élysée qu'il peut préparer les siennes aussi. Eh bien, c'est enregistré, même à l'INA, je l'ai vérifié. Je ne pensais pas être aussi
visionnaire à ce moment-là. Donc Macron, ça a plutôt bien démarré et nous avons beaucoup échangé. Et il est venu me voir parce qu'il voulait que je tienne la place de Clermont-Ferrand. Non, pas Clermont-Ferrand. Comment il s'appelle je suis un Parisien de souche, moi je connais rien. Non, Ferrand, enfin, c'est Monsieur Ferrand. Vous voyez, Monsieur Ferrand. Ah, Richard. Ah oui, Richard. Richard, ouais, parce que clairement... Voilà, non, je fais... Non, voilà, parce qu'au moment où il a été nommé... Cohésion des territoires, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Voilà. Et moi, je lui ai dit, moi, ta première partie de projet me plaît. Quand on se passe quelque temps du Parti socialiste et des Républicains, je trouve ça plutôt sympa. Parce que maintenant, les pauvres tournent en rond, ils font la même chose, ils nous font croire qu'il y a un vrai débat, il n'y en a plus, ils font croire qu'il y a une rupture de politique à chaque fois, or c'est la même. Donc ça me plaît. Mais ce que tu veux faire ensuite, j'y crois pas. Parce que caresser les puissants dans le sens du poil, en pensant que tu vas les faire changer ainsi, c'est beaucoup d'angélisme, or tu n'as rien d'un ange. Parce que quand même, tu viens de la banque Rothschild, et les personnalités que j'ai vues sortir de la banque Rothschild, j'ai rien contre, hein. D'ailleurs, même le Crédit Agricole, j'ai rien contre, même s'il n'a pas voulu me prêter l'argent, alors que c'est ma banque depuis toujours, il m'a débloqué l'argent la veille du premier tour, le vendredi soir, pour faire campagne. Enfin, peu importe, mais je lui dis, c'est pas ça. Et moi, je verrais plutôt qu'on engage un combat ensemble pour éduquer, informer profondément notre pays de la situation réelle dans laquelle il se trouve. D'où vient cette dette ? Pourquoi avons-nous sans arrêt ces difficultés à redémarrer? Pourquoi nous n'avons plus d'industrie? Pourquoi nous sommes en train de perdre l'agriculture? Pourquoi nous n'avons plus de recherche, de recherche, comment on appelle ça, supérieure, et de recherche appliquée, c'est pas supérieur d'ailleurs, de recherche, voilà. Et pourquoi nous n'avons plus ça? Moi, j'aimerais qu'on me pose ces questions, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Un berger à l'Élysée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas suivi. Voilà. Tout simplement. Alors après, bon, si vous avez des questions, je ne veux pas trop long. Mais du coup, dans cette opposition à Macron, à qui on reproche justement d'être trop jupitérien, à l'Assemblée, pour l'instant, on entend beaucoup les Insoumis, et notamment le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous sentez proche du coup de ce groupe qui, lui, est le seul, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le seul groupe politique à l'Assemblée qui secoue un peu l'arbre en marche? C'est vrai. Mais de notre côté, je n'ai pas le sentiment non plus, pourtant je connais pas tous, mais un certain nombre de députés de la France insoumise, et vraiment, ils ne trichent pas, je crois, pour la plupart d'entre eux. Je crois qu'ils disent vraiment ce qu'ils ressentent. Mais au fond, quand je regarde par quoi cela se traduit aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce n'est pas exactement ce que l'attente qu'il pourrait y avoir des Français qui ne se retrouvent pas dans la politique d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas non plus une perspective nouvelle, forcément. C'est une posture qui est un petit peu déjà déterminée à l'avance. Or, la vraie vie, c'est une adaptation permanente. Donc moi, j'ai préféré rester sans groupe, rester et puis voter lorsque ça me paraît pouvoir être voté et ne pas voter lorsque je ne peux pas voter. Ceci étant, encore une fois, j'attends de voir ce que va faire Emmanuel Macron. Il faut attendre un petit peu. En tout cas, il a fait bouger les lignes, c'est incontestable. Il faut voir s'il parviendra à remettre ce grand pays qui est le nôtre en route. Parce que si nous remettons la France en route, c'est toute l'Europe que nous allons remettre en route. Et nous allons donner un signal au monde qui est aussi perdu que nous en ce moment. Une des choses justement dont Emmanuel Macron a parlé dimanche soir, lorsqu'il a donné son interview, sa première interview en tant que président, c'est un projet de loi donc, contre les violences sexistes et sexuelles, qui est un sujet d'actualité qui revient beaucoup. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous pensez qu'on peut lutter contre le sexisme ordinaire qui se passe dans la rue par des voies légales? Est-ce que la loi peut aider à rendre certaines personnes moins sexistes? Alors, tout d'abord, je veux dire qu'aujourd'hui, je suis un Jean Lassalle blessé et profondément touché, parce que malheureusement, depuis 48 heures, j'occupe une place importante chez Tuteur, parce qu'une jeune femme
m'a fait un reproche très dur. Je peux comprendre, mais je vous le dis avec la même sincérité que j'ai commencé ma phrase, je ne me souviens pas d'avoir vécu ce moment-là. Je veux expliquer que oui, c'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui est aujourd'hui âgée de 33 ans, dit-elle sur son communiqué, et qui dit qu'à l'âge de 25 ans, donc il y a 8 ans, à proximité de l'hémicycle, donc à l'intérieur de l'Assemblée nationale, où elle cheminait, nous avions reçu ensemble, je n'ai pas de souvenir non plus de ça, un groupe d'étrangers auquel nous avions répondu, alors que, comme ça, accidentellement, et que je lui avais mis la main aux fesses. Et c'est suffisamment... Enfin, quand j'ai fait ça, je me suis souvenu. Il me semble que... Voilà. Mais il me semblait que c'était toujours partagé. Alors j'ai certes une attitude qui peut donner le sentiment, je suis un peu... voilà. D'abord, je suis très tactile. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui a un certain franc-parler. Bon, je pense que je dois avoir une petite dose légèrement supérieure à la moyenne de machisme, mais pas dans un sens connard. C'est plutôt pour un peu d'humour dont je pourrais faire l'économie. Mais je ne me souviens pas d'avoir une seule fois eu même l'idée de toucher à l'honneur de celle qui pourrait être maman, qui pourrait être ma sœur, qui pourrait être ma femme, une fiancée lorsque j'en ai eu très tard parce que j'étais très timide, et les femmes. Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup aimé les femmes. Maintenant, je me calme parce que je suis un peu plus âgé, mais... je dirais bien des fois en tout bien, tout honneur. Donc, je fais l'objet de cette accusation. Je ne sais pas comment je vais la gérer. Mes conseillers m'ont dit, il faut que tu portes plainte tout de suite. Moi, je ne voudrais pas que notre pays se judiciarise comme c'est le cas aux États-Unis, parce que c'est surtout des millions qu'on donne à des avocats plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire. Et j'attends plutôt d'essayer de rencontrer cette personne pour parler avec elle, pour voir s'il n'y a pas eu malentendu. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir, parce que s'il y a une main aux fesses, ce n'est pas un hasard. La main ne finit pas forcément là, comme ça. Et voilà. Bon, ni dans d'autres parties du corps non plus. Mais je préfère voir. Alors, une fois que j'ai dit ça, mais je préfère m'en expliquer devant vous, qui êtes, faites partie de l'élite, de la jeune élite de notre pays, pour vous dire que je suis absolument favorable au projet de loi qui va être présenté et que je le voterai sans l'ombre d'un doute. Par contre, je dirais aussi, lorsque je prenais la parole, attention, n'allons pas trop loin non plus, parce que sinon nous allons nous inventer un monde invivable. Que les femmes qui meurent sous les coups, et c'est par dizaines tous les jours, bien soient sauvées quand elles peuvent l'être, et surtout réhabilitées dans leur dignité d'être humain et de femme. 1000 fois, oui. Que le sexisme idiot et imbécile qui fait souffrir, parce que ça devient obsessionnel et qu'on ne pense plus qu'à ça. Oui, 1000 fois oui. Par contre, méfions-nous quand même de faire en sorte qu'on ne soit plus naturel et vrai, parce que chacun d'entre nous sait, et c'est plutôt dans la pédagogie, c'est plutôt dans la formation, c'est plutôt dans le savoir-faire, le savoir-être, dans le fait de vivre ensemble et d'aimer, oui, j'ose le dire, d'aimer, que nous allons trouver la solution pour que l'équilibre s'établisse enfin entre hommes et femmes. J'ai une bonne nouvelle, parce que dans mon village, il existe parfaitement depuis longtemps, parce que les papas et les mamans ensemble font les enfants. C'est beau. C'est pas la scie, ouais. Est-ce que vous
avec cette multiplication de témoignages qu'on voit sur Internet, à la télé, sur Quotidien par exemple, ces derniers temps, est-ce que vous pensez qu'on assiste à un véritable tournant pour le harcèlement sexuel, pour la place de la femme dans la société aujourd'hui? Disons que c'est un élément de plus dans la longue histoire. Et c'est vrai que les femmes viennent de tellement loin. J'ai l'impression qu'on est en train de percer en fait un silence, un tabou qui n'a jamais été percé avant. Mais comment elles n'ont jamais cessé d'en percer? Parce que les premières suffragettes, c'était très difficile pour elles aussi. Et chaque fois, ça doit être un acquis. Aujourd'hui, cela prend une dimension jamais atteinte parce qu'il y a les réseaux sociaux. Je pense qu'à cet égard, il faut dire que les réseaux sociaux permettent de s'exprimer très librement, mais ils n'ont pas remplacé la justice de notre pays. Et je crois que, in fine, lorsque et en dehors des luttes légitimes qui doivent être conduites, et je vous ai dit ce que j'allais faire sur la loi, il y a des moments aussi où chacun a le droit de protéger son honneur, parce que pour moi, l'honneur, c'est le bien le plus sacré. Je crois que si je perdais l'honneur, je perdrais ma raison de vivre, essentielle. On va conclure sur une tonalité un peu plus légère. Juste avant, moi je trouve enfin, l'amphithéâtre là, a une idée quand même assez claire de ce que vous pensez sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur. J'aimerais vous demander, entre vous et moi, est-ce que vous vous représentez en 2022? Parce que une campagne sans Jean Lassalle, c'est pas une vraie campagne. Alors écoutez, je vais être aussi franc que vous l'êtes. Je considère qu'il y a urgence à reprendre notre destin en main. Plus exactement, à ce que vous puissiez reprendre, vous, notre destin en main. Parce que je crains que malheureusement, notre génération n'ait trop failli pour pouvoir le faire. Par contre, je pense que nous pouvons aider. Je ne sais pas ce que va faire Emmanuel Macron, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. On le sent avec le débat sur le climat, on le sent avec le débat dont nous venons de parler sur les relations hommes-femmes, on le ressent dans la conscience du peuple, qui sent bien que ça ne va plus, que 600 agriculteurs se suicident tous les ans, que 200 fermes agricoles disparaissent tous les mois. Pourquoi? Parce que les enfants ne succèdent plus au papa ni aux mamans. C'est devenu trop cher et impossible. Et nous sentons bien qu'il y a là une perte de savoir-faire. Je le redis, une perte de savoir-être qui va nous faire terriblement défaut pour pouvoir nous adapter aux réalités du nouveau monde qui n'est jamais que le prolongement du monde que nous avons suivi. Donc je crois qu'il y a un énorme combat pour retrouver la civilisation, pour retrouver un homme debout. Quand je dis homme, c'est au sens général. Et pour lui donner un horizon qui permettra de suivre un chemin de nouveau, ensemble, comme l'a fait Gandhi, comme l'ont fait bien d'autres qui ont changé le cours des choses. Et pour la première fois de notre ère, ici en Occident, sans verser les rivières de sang qui, à chaque fois, nous ont privés de notre jeunesse. Donc je voudrais que ce soit dans un contexte, enfin, pacifique, compte tenu de tout ce que nous savons. Et pour être très clair, je crois connaître suffisamment les ressorts, les tréfonds de notre pays, de son histoire et de son cœur, pour pouvoir jouer un rôle important. Ça ne m'est pas venu comme ça. Et je n'ai pas le droit de me défiler. Et j'irai au bout si je suis en bonne santé, si je n'ai pas... si je sens, ou si tout le monde ne me fait pas remarquer parmi ceux qui m'aiment, que j'ai perdu un peu oui, je serai candidat de nouveau. J'ai fait un premier tour, j'ai vu ce qu'il fallait, j'ai vu surtout qu'il me fallait beaucoup d'argent, mais qu'on ne m'avait
qu'on n'avait rien fait pour faire en sorte que j'en trouve. Et je me suis posé aussi une question que vous devez vous poser. Comment avons-nous pu nous laisser réduire ainsi au silence, nous, les décideurs, par la volonté du suffrage universel, avec tant d'expérience maintenant, et de la démocratie, et de la République. Comment avons-nous pu laisser acheter les titres qui font l'honneur de l'information et de la pluralité du débat en France par des grands groupes financiers quand ce n'est pas des marchands d'armes? Comment avons pu faire en sorte que plus personne n'ait confiance en ces élites? Et là, je crois que j'ai un rôle à jouer et je le jouerai de toutes mes forces. On vous le souhaite en tout cas, monsieur Lassalle. On va... Votre candidature. Du coup, on va vraiment terminer ce débat par une tonalité plus légère. Donc, comme la tradition l'exige à Dauphine Discussion-Débat, nous terminerons par un petit jeu qui va vous permettre de faire éclater votre humour légendaire. Donc, le principe est simple. Alors, je vais vous donner 2 mots et vous allez devoir choisir entre les 2. Donc, je vous fais un exemple avec C'est Victor. pas en C109. Si. Ça, c'est... Si. Ouais. Ah oui, non, c'est pas le bon moment. Oui, je Non, vous le c'est dirai. pas- C'est après. Du coup, C'est ma manière à moi de mettre le pied dans le plat, quoi. Oui, mais DDD vous- recrute en C109. Voilà. Donc, alors, je vous donne un exemple avec Victor. Voilà, Victor. donc attends, on vous donne 2 propositions et vous choisissez l'une des 2. Alors, c'est- Ok? Ça, c'est des petits 2 mots. jeux comme ça, nous on adore. Victor, DDD ou Élysée? Président de l'un, puis de l'autre. de DDD. DDD. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Non. Non, l'Élysée. L'Élysée, vous? Bon, Très j'ai bien. pas compris le reste. Très bien, alors. Ben, je vais vous demander, alors, les ours ou les loups? Bon, alors ça, non, ce serait les ours. Les ours, bah, c'est plus gentil et c'est plus... Enfin, non. Aqueros Montagnos ou la Peña Bayona? Vous êtes vache. Je suis obligé, tant pis, Aqueros Montañas. C'est un rythme. Il a des siècles. Berger ou député? Berger ou député? Bah, vous avez choisi. Oh, merde, de toute façon. bon, le choix, la vie a fait que j'ai été les deux. Et maintenant, je suis député depuis plus longtemps que berger, donc je vais finir berger. Député. Vous voyez, ça a fourché quand même. Ah, D'autant que mon frère fait très bien ce travail-là, parce qu'avait dit mon papa, écoute Jean, je l'avais remplacé, il était très malade, il était tombé dans une crevasse. C'est moi qui l'ai remplacé le 28 juin 1974, pendant 3 ans. Et il a dit, j'ai 2 fils qui aiment beaucoup la terre, j'ai beaucoup de chance. Mais tu vois, ton frère a 5 ans de moins, mais il parle aux animaux, et les animaux le comprennent et lui répondent. Et toi, j'ai peur que les brebis te fassent chier dans 10 ans. Et il me dit, toi, il faut que tu parles aux hommes. Et il admirait Jean Ferrat, qu'il m'avait demandé d'aller lui présenter, parce qu'il n'avait pas de voiture, et moi, je venais d'avoir le permis. Il m'avait dit, toi, il faut que tu parles aux hommes. Explique-leur que depuis que l'homme s'est sédentarisé, il a plutôt bien fait les choses. Certains ont choisi de rester à la campagne ou dans des territoires où ils vivaient une vie différente. D'autres ont immédiatement choisi les cités. Il ne faut pas les opposer. Mais il ne faut pas qu'ils soient tous au même endroit. Pourquoi ne leur expliquerais-tu pas que l'avenir n'est pas forcément Pau, Toulouse, Bordeaux ou Paris? Bien sûr qu'il faut y aller. Mais si nous ne restons plus que 3 dans cette vallée, eh bien, nous allons nous bouffer le nez, parce que quand il n'y a plus que 3 individus, c'est ce qu'ils font toujours. Donc, explique ça aux hommes et invente-toi un métier pour pouvoir le faire. Donc, je me suis inventé un métier pour avoir une profession qui me rende indépendant et libre de la politique, et je n'ai pas reçu un sou
pour mes diverses campagnes de quelque parti, ni de quelque intérêt que ce soit. Je les ai toujours financés et j'ai ensuite pu conduire le mandat tel qu'il me semblait que cet homme que j'ai le plus admiré me l'avait indiqué. Et alors du coup, dernière petite douceur avant les questions du public. Il y aura quelques questions ensuite du public. On va vous donner des noms de personnalités, notamment politiques, et puis vous nous donnez un adjectif qui vous vient. Bon. Ouais. François Hollande. Indécis. Marine Le Pen. Insaisissable. Jean-Luc Mélenchon. Insoumis. Très original. Vladimir Poutine. À fréquenter avec modération. François Bayrou. François Bayrou. Écoutez, j'étais trop proche de lui pour en dire du mal, et aujourd'hui je suis un peu trop éloigné de lui pour en dire du bien. D'accord. Bonne réponse. Kim Jong-un. Qu'est-ce que Kim Jong-un. Le Nord. Ah oui, le Nord-coréen là. Le petit gros avec des bombes nucléaires. Je crois que sur fond tragique qui en dit loin sur la situation que je vous ai expliqué d'abandon de soi-même, d'abandon de civilisation, il a trouvé un partenaire aux États-Unis qui ne dépareille pas. Et je pense que s'ils pouvaient se calmer un peu tous les deux, et si on pouvait mettre un peu de bromure dans leur breuvage, comme on le faisait aux soldats autrefois, ça leur ferait pas de mal. Parce que moi, j'aime bien discuter, mais enfin, leur discussion commence à me... Voilà. D'accord. Et du coup, pour le meilleur pour la fin, avec quel adjectif vous me définiriez moi? À vous. Brillant et visionnaire. Donc, comme pour elle, pardon, brillante aussi. Ah bah bien sûr, mais Paloma, il y a même plus besoin de le dire. Visionnaire et un petit plus que je ne dirai pas. Monsieur. Alors, je dois dire c'est 109. Non, la phrase complète. Alors, excusez-moi, je comprends rien, vous avez vu. Alors, ça y est, je vais le faire bien. Dauphine, débat, recrute en C109. En C109. Alors, venez en C109. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui, en tout cas, je voudrais vous dire merci, parce que c'est difficile d'écouter, parce que celui qui écoute se fatigue beaucoup plus que celui qui parle. J'ai noté combien vous étiez restés nombreux pendant ce très long entretien. Merci pour l'honneur immense que vous me faites et pour la dose d'optimisme, de force et de vitamines que vous m'avez insufflé. Merci. Excusez-moi, pardon. Je vous demanderai et du coup, il y a quelques questions du public. Il y a des questions du public, donc si certains d'entre vous veulent s'adresser directement à monsieur le député, n'hésitez pas, c'est votre moment de gloire. Il va y avoir des micros qui vont passer dans la salle, vous levez la main si vous avez des questions et on vous le donnera. Voilà, il va y avoir 3 ou 4 questions des gens. Bonjour monsieur le député. Bon voilà, d'abord je suis ravi de vous rencontrer et je suis assez admiratif de tout votre parcours et tout ce que vous avez fait. J'ai juste une petite question, je suis absolument d'accord avec vous, moi je suis d'accord, je crois en la conscience des peuples également. Quand on regarde le second tour de l'élection présidentielle, on voit bien qu'il y a 2 France qui s'affrontent, géographiquement surtout, avec d'un côté, pour faire en gros... les métropoles mondialisées qui ont plutôt préféré voter Emmanuel Macron et le reste, la France périphérique, qui a plutôt préféré voter Marine Le Pen. Ma question elle est simple, pour 2022, puisque vous représentez, comment comptez-vous réconcilier ces 2 France-là, sur quelles valeurs et sur quelle vision de la France, parce qu'on voit aujourd'hui qu'elles sont à peu près d'accord sur rien. D'abord, si vous permettez, pas pour vous passer le... même dans le sens du poil, mais par vous pour le diagnostic.
en 2 mots, comme quoi quand on est brillant, il ne faut pas beaucoup de phrases pour dire des choses. Bravo. J'ajouterai 2 éléments à cette de France. Pour dire qu'il y en a un 3e qui fait qu'on est réunis, mais réunis par la misère humaine. Pendant ce Tour de France, j'ai eu l'occasion de visiter nuitamment 50 des cités dites les plus dangereuses de France. Et au départ, c'était avec un journaliste qui est à l'Express aujourd'hui. Il est venu 4 ou 5 soirs, il m'a dit, écoute, t'es complètement barjot, moi, je ne peux pas faire ça. On va se faire tuer, ça ne sert à rien, c'est de la provocation, etc. Il ne m'est rien arrivé et j'ai beaucoup appris. Et je dois dire que si tous ceux à qui j'ai été présenté mon rapport, à commencer par le président de la République, les 2 premiers ministres qui venaient de se succéder, l'ensemble des sénateurs, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout le monde, avaient un petit peu écouté, eh bien, les Français avaient déjà dit beaucoup de ce qu'ils ressentaient, de ce qui allait se passer dès 2013. En fait, en 2013, ils avaient envie de faire une révolution et ils ont failli la faire. Ça a été l'épisode des bonnets rouges. Et je peux vous dire que dans ces banlieues, j'ai trouvé des centaines de jeunes, je peux dire même des milliers, qui sont des Français. Mais des Français. Ils ont tout. Ils sont nés ici. Voilà. Et ils n'ont qu'une idée en tête. Et ça, c'est terrifiant. C'est détruire notre pays. Mais détruire aussi la civilisation. Détruire une certaine idée du savoir. Mais je vous assure, ils sont très, très, très nombreux. Et ils ne viennent pas de Libye, ni de Irak, etc. Et ils m'ont raconté, je l'ai dit un peu dans mon livre, mais je me suis un peu censuré parce que je l'ai fait lire par les personnalités que j'avais vues. Ils m'ont dit, vous allez trop loin, etc. Donc de ce côté-là, ils pressentaient, non pas que l'épisode des bonnets rouges, qui a failli enflammer la France entière, je vous le rappelle. Et l'autre, c'est les territoires les plus abandonnés des campagnes. Ceux pour qui il n'y a plus d'espoir non plus, ils votent massivement. Front National, ils étaient d'inspiration catholique il n'y a pas si longtemps, avec une proportion non négligeable de communistes, parce qu'il y avait eu notamment beaucoup d'allers-retours de part et d'autre de la Méditerranée, mais avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Turquie, etc. Bon, voilà. Et il n'y avait plus d'espoir, ni chez les uns, ni chez les autres. Donc ça, c'est les 2 éléments que je voulais ajouter, parce que ceux-là sont prêts à passer à l'acte. Ils me l'ont tous dit, dès que l'occasion se présente. On suit tous les jours Internet. Et s'il y a un point de fixation, nous partirons immédiatement. Je voulais ajouter ça parce que ce n'est pas tout à fait la même chose pour la France, à qui la mondialisation réussit, et puis le reste, la France périphérique. Il y a ces 2 éléments que je voulais ajouter. Alors comment je réunis? Eh bien, je réunis en parlant comme je le fais ce soir, et sans être pressé, à toutes celles et ceux qui voudront écouter, qui voudront poser des questions, qui voudront s'intéresser, au point peut-être de s'engager et de militer, dans un sentiment de résistance d'abord au système qui s'est imposé à nous et qui est devenu un système de dictature. C'est un système de dictature parce que les finales sont préparées à l'avance, avec les sondeurs d'opinion, les médias. Nous qui avons renoncé à tout, eh bien, la finale Macron-Le Pen était programmée et Macron allait bien sûr gagner parce qu'il fallait un élément nouveau pour relancer le système. Donc c'est en parlant, c'est en échangeant, c'est en apprenant à tenir des discussions à 3, parce que j'ai eu la chance de te parler devant 50 000 personnes. Ça, c'est pas difficile. Vous vous énivrez de vos propres mots. Vous êtes transporté par votre propre orgueil. Et vous avez le sentiment que vous êtes irrésistible. Une conversation à 3, ça,
Ça, c'est vachement plus difficile. Donc, il faut qu'on retrouve cette proximité, il faut qu'on retrouve ce désir. Et puis, en parlant, les idées viennent. Il faut les mettre en ordre et progressivement recréer. Vous avez des centaines d'entreprises à imaginer, mais au lieu de mettre des barrières devant vous, nous devons au moins, nous vous le devons bien, vous les ouvrir, les affranchir, vous aider, apporter la réflexion, le conseil de celui qui sait, du papa qui parle à son fils. Je crois que c'est cela qui s'est passé lorsque ça a à peu près bien tourné depuis la nuit des temps. Voilà comment je vois. Et c'est une longue marche. Je suis un grand admirateur de Gandhi. Je le suis aussi de Mandela. Je le suis aussi de Kennedy, John Fitzgerald. Et je vous demande si vous voulez lire un très beau discours, celui de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis en 1963, discours à l'Union devant le Congrès. Il y a un très grand discours du président de la République, c'est le soir où il présente ses vœux en France. Il est plein de symbolique. Et aux États-Unis, c'est le discours à l'Union. Je ne vous en dis pas plus, mais il a sauvé ce soir-là la Troisième Guerre mondiale et il a fait aborder aux États-Unis un virage qui serait bien salutaire si on le reprenait aujourd'hui. J'ai quelques autres personnalités que j'admire, mais elles ont pris le temps et l'ont pratiquement toutes payé de leur sang et de leur vie. Moi, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de me sacrifier. J'adore l'amour et la vie et les printemps. Mais je pense qu'il faut, de nouveau, prendre la dimension de notre responsabilité et de nos devoirs pour mieux profiter de la chance d'être en vie. Et on va aussi essayer de prendre une autre petite question avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour Monsieur Lassalle. Tout d'abord, je voulais, comme la question précédente, rappeler à quel point j'admire votre parcours et ce que vous avez fait. Pardon, oui. Donc, vous avez, au cours de cet entretien, fait preuve de beaucoup d'optimisme et de bienveillance vis-à-vis du public, en lui rappelant qu'il représentait le futur de notre pays. Et donc, ma question, c'est si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse, compte tenu de la particularité de l'époque dans laquelle nous avons évolué et nous évoluons toujours, quel serait-il concrètement? Continuez à remplir les amphithéâtres. Ne considérez pas que c'est la place des autres. Et prenez chaque fois que vous le pourrez le micro principal pour dire ce que vous ressentez et que vous ne trouvez pas la force de dire encore. Enhardissez-vous et dites-vous que l'autre a aussi peur que vous et que c'est le courage qui vous vient soudain qui va lui en donner aussi. Donc prenez votre destin à pleine main. Prenez-le en se disant qu'il y a, depuis des siècles, dans des millénaires, cette incroyable aventure humaine qu'il faut poursuivre. Et dites-vous aussi que peut-être vous allez être la génération qui va répondre enfin à cette terrible question en reprenant la recherche fondamentale. Et ici, à Dauphine, vous êtes bien placé pour y réfléchir. Est-ce que oui ou non, nous sommes les seuls dans l'humanité, dans l'immense univers? Moi, j'aimerais quand même bien savoir. Au lieu de continuer à s'engueuler pour des choses pour lesquelles on s'engueule, au lieu de faire des combats qui permettent des ventes d'armes et aux usuriers de faire fortune, moi, j'aimerais que l'esprit s'élève. Et nous pouvons le faire. Vous le ferez. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Et puis, occupez-vous avec amour de vos enfants. Mettez une bonne ambiance parmi vos proches et votre famille et respectez-les. On va essayer juste de prendre encore des questions, parce que je pense qu'il en reste pas mal. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour, monsieur le député. Merci d'être venu et merci à DDD de nous donner la chance de rencontrer de telles personnalités. Alors, vous avez évoqué le mode de financement des campagnes. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il faille revoir ce mode de financement? Et si oui, comment? Ah oui, totalement. Et donc, comment, s'il vous plaît? C'est une honte pour notre pays. Pourquoi les uns ont besoin de mobiliser 15, 20 ou 30 millions d'euros, et pour un candidat, il n'y a pas longtemps, 60 millions d'euros, 50 millions d'euros. Expliquez-moi pourquoi.
Est-ce qu'on ne peut pas, avec les facilités qu'on a, remplir des salles comme les vôtres? Parce que là, on va rencontrer des hommes et des femmes d'abord qui ne pensent pas comme vous, des hommes et des femmes qui peuvent faire des choix différents, mais parce qu'ils sont reliés par un projet commun. Ils vont se retrouver. Moi, j'ai fait campagne avec 230 000 €. C'est la campagne la plus modeste. Je pensais que Barbu et Marcy Lassie et surtout Arlette Laguillet avaient fait beaucoup moins que moi, non? Arlette Laguillet dépensait son petit million de francs à l'époque. Moi, j'en suis très loin. Et voilà, bon, je ne l'ai pas fait exprès, c'est parce que la banque ne m'a pas prêté à temps. Bon, non, je crois qu'il faut retrouver l'essence du politique. Le politique, ce n'est pas se promener avec des petites mallettes toutes remplies de chiffres qui ne sont jamais les mêmes que l'autre. Ce n'est pas dire des propos incohérents de circonstances. C'est d'abord raconter avec sincérité et engagement la réalité que nous connaissons tous à nos compatriotes. Comment avons-nous pu en arriver là? À partir de ce moment-là, il faut certainement l'appuyer par les cris. Je crois à la force de l'écrit. Je crois à la puissance du verbe. Et je crois que nous devons redonner ce désir profond d'échange. Et à partir de ce moment-là, tout redeviendra possible sans que ça coûte très cher. De façon à ce que le jour venu, votre vote ne soit pas un vote contraint par une espèce d'attachement que vous ne pouvez pas expliquer à telle ou telle chapelle, ou alors un vote utile pour éviter je ne sais quel drame, mais que vous puissiez voter pour ceux qui vous auront le plus expliqué la réalité et qui vous auront donné quelques pistes. Ce soir, je n'ai pas pu, mais ce sera pour une autre fois, pour retrouver le fil de notre avenir, mademoiselle. Sur ces belles paroles... On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle, d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci au public d'avoir été aussi réceptif de notre premier débat. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, passez en C109.